Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur CCTV français. Le président américain Barack Obama a de nouveau évoqué le contrôle des armes dans son pays lors de son premier discours de la nouvelle année. Dans toute l'Amérique, les survivants des violences armées et ceux qui ont perdu un enfant, un parent, un conjoint dans les violences armées se rappellent de ces atrocités tous les jours. Et pourtant, le Congrès n'a toujours rien fait pour empêcher ce qui s'est passé de se renouveler. Entrant dans sa dernière année en poste à la Maison-Blanche, Obama dit que le sujet des armes demeurait un problème. Le président américain a demandé au Congrès de réguler le marché des armes. Il a dit qu'il allait rencontrer l'attorney général Loretta Lynch lundi pour discuter de la question, suggérant que des annonces seront faites bientôt. Les médias disent qu'Obama va annoncer de nouvelles actions dans son discours sur l'état de l'Union du 12 janvier. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, a déclaré qu'il était ouvert à toute négociation pour la réconciliation et la paix dans la péninsule coréenne, bien qu'il ne soit pas directement adressé à Séoul ou à Washington lors de ses vœux annuels du Nouvel An diffusé sur la télévision d'État. Hier vendredi, il a promis que Pyongyang poursuivra ses efforts afin d'améliorer ses relations avec la Corée du Sud. Les relations entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée et le problème de l'unification doivent être résolus par la force du peuple et selon l'idéologie de nationalisme ethnique coréenne qui sied à l'indépendance de la volonté et des demandes du peuple coréen. Dans son discours, Kim Jong-un a également promis de continuer à étoffer les capacités militaires du pays afin de devancer l'ennemi. Seule différence notable par rapport aux années précédentes, les vœux du dirigeant pour le Nouvel An ont été diffusés par la télévision d'État à midi heure locale plutôt qu'en début de journée. Les cérémonies qui consistent à déposer des fleurs et à s'incliner devant des statues et des portraits de Kim Il-sung et de Kim Jong-il sont les mêmes pour le Nouvel An et pour tous les autres événements officiels du pays. Un feu d'artifice est prévu pour ce vendredi soir au-dessus du fleuve Taedong qui traverse Pyongyang. L'armée chinoise vient d'instaurer deux nouvelles forces armées, une pour les fusées et l'autre pour l'appui stratégique des troupes. Elle vient également de mettre sur pied une nouvelle institution pour le commandement de l'armée. Il s'agit des derniers éléments participant à la refondation d'une armée chinoise plus forte et plus moderne. Dans le même temps, la commission centrale militaire du Parti communiste chinois vient de dévoiler les grandes lignes de la réforme militaire. Regardons plus en détail. Il s'agit d'un changement d'envergure pour la seconde force d'artillerie de Chine, la force dissuasive stratégique de l'armée populaire de libération. Elle a été officiellement renommée Force des fusées de Chine, faisant ainsi de l'APL une force commune regroupant l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Par ailleurs, une autre force armée pour l'appui stratégique a été formée pour insister sur l'importance de l'électronique et de l'espace dans les nouvelles stratégies militaires. La formation de la nouvelle force armée des fusées et de la force d'appui stratégique est une décision majeure prise par la Commission centrale militaire pour réaliser le rêve de la refondation d'une armée forte et moderne en Chine. Les nouvelles forces armées créées font ainsi partie d'un ensemble de mesures qui ont été prises dans le cadre des réformes militaires actuelles. Vendredi dernier, la Commission centrale militaire a publié une importante déclaration mettant en lumière son orientation dans le processus actuel et mettant l'accent sur sa détermination pour mener à bien ces réformes. Le message qui a été délivré concerne le renforcement du commandement de l'armée grâce à la refonte complète de l'ancien système de commandement commun centré autour de l'armée de terre. Les réformes entendent ainsi améliorer les capacités générales au combat. La déclaration de la Commission centrale militaire clarifie les raisons, les différents éléments et la manière dont la réforme de l'armée sera conduite. Aussi, elle indique clairement les exigences attendues par les forces armées tout en rappelant son rôle de soutien essentiel. Les grandes lignes des plans pour la réforme militaire avaient été annoncées au mois de novembre dernier, au moment où Xi Jinping s'était engagé à mener à bien la refonte globale avant 2020. La déclaration de Xi Jinping indique que les 7 zones de commandement militaire seront transformées en plusieurs zones de combat, afin de mieux coordonner les opérations communes.
La Chine a décidé de réduire de 300 000 le nombre de ses soldats, afin de ramener l'effectif total de l'armée à 2 millions de personnes. La Chine entend ainsi mettre sur pied un système militaire moderne, potentiellement capable de gagner une guerre basée sur l'information. Plusieurs experts estiment que la réforme militaire chinoise représente un défi de taille pour les dirigeants actuels. La réforme globale annoncée transformera ainsi profondément l'armée et le paysage de la sécurité de la Chine. Israël rend les corps de 23 Palestiniens tués dans de récentes attaques contre des Israéliens dans un but apparent de calmer les tensions. Les sources médicales palestiniennes à Hébron disent que 17 corps qui doivent être enterrés dans la région ont déjà été reçus. 6 autres devraient arriver en Cisjordanie. Depuis la vague de violence qui a éclaté au début du mois d'octobre, 138 Palestiniens ont été tués par des forces israéliennes. La plupart étant morts lors d'attaques contre des Israéliens. 20 Israéliens, un Américain et un Érythréen ont aussi trouvé la mort dans des émeutes. Merci de nous retrouver sur le plateau de CCTV français. On continue avec une nouvelle économique. 2015 fut une année volatile pour les marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de hausse et de baisse. Et après environ une dizaine d'années de taux d'intérêt proches de zéro, la Réserve fédérale a finalement décidé d'augmenter ses taux pour la première fois en décembre dernier. La volatilité était le maître mot, alors que les traders et investisseurs ont connu une année 2015 en forme de montagne russe. En août, l'indice de volatilité de Standard & Poor's, connu sous l'acronyme VIX, a bondi à son plus haut niveau en 4 ans. Je pense qu'on peut séparer cela en deux types de marchés. En tant que gestionnaire de portefeuille, ce fut probablement une année très difficile et cela n'a pas beaucoup changé. En tant que trader, ce fut une grande année car il y a eu beaucoup de volatilité. Je pense que cela devrait continuer sur les marchés cette année. Les mouvements imprévisibles de la bourse et le ralentissement de l'économie en 2015 ont provoqué les inquiétudes du côté de certains investisseurs internationaux, mais la Chine a prouvé que ce qui est descendu peut aussi remonter. Le marché chinois a terminé sur une note assez positive, des gains double chiffre, autour de 15%. Vous devez sûrement payer un prix important et sûrement connaître des nuits blanches, mais si vous êtes sur votre marge, vous n'êtes probablement pas dedans, car vous avez tout perdu. Mais ceux qui ont acheté et qui tiennent bon en Chine ont très bien réussi. Il n'y a pas eu que les bourses qui se sont montrées volatiles. Le prix du pétrole brut est tombé à un plus bas de 11 ans en 2015, atteignant les 36,04 $ le baril. Je pense que le prix du baril de pétrole devrait être à 3 chiffres. Je ne sais pas si nous atteindrons cela en 2016. Mais l'Orient continue de croître. La Chine a débuté, mais elle est en train de monter ses infrastructures pour son initiative Une ceinture, une route. Et tout cela nécessite une grande quantité de pétrole. La Chine a récemment fortement augmenté ses objectifs pour l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique pour 2020. Tout ce qu'elle est en train de faire nécessite de grandes quantités de pétrole. Donc à mon avis, nous allons connaître un grand retour du pétrole. L'année 2015 a été une année record au niveau des fusions et acquisitions. Les secteurs à tous les niveaux ont bondi et poussé les transactions mondiales à dépasser les 1000 milliards de dollars. Les géants de l'alimentaire, Kraft et Heinz, se sont associés pour un accord d'une valeur de près de 50 milliards de dollars. L'entreprise de livraison de colis, FedEx, a accepté d'acheter son rival TNT pour 4,8 milliards de dollars. Et le géant pharmaceutique Pfizer a accepté de s'offrir le fabricant de Botox, Allergan, pour un accord se montant à 160 milliards de dollars. Certaines entreprises déclarent que les taux d'intérêt sont en train de monter, mais il y a une opportunité de faire quelque chose avec un financement très bas. C'est le principal moteur de ce qui se passe ici. Il y a eu également de nombreuses actions rachetées par des entreprises. Il y aura certainement quelques soucis en 2016. Ce n'est pas tant que la Fed augmente ses taux, c'est plutôt le rythme qui sera important. Si le rythme commence à s'intensifier, je pense que les fusions-acquisitions vont probablement baisser un peu. Henley Smith ajoute que 2016 sera une année de transition pour le pays, avec les élections américaines qui auront lieu en novembre et la possibilité qu'une hausse des taux d'intérêt impacte les marchés, mais il conseille à ses clients de se concentrer sur la protection de ce qu'ils ont, plutôt que de chercher à obtenir des gains supplémentaires. Intéressons-nous maintenant à l'économie chinoise avec le secteur manufacturier et l'industrie des services présentant des évolutions différentes. Les informations qui proviennent du dernier rapport du Bureau national des statistiques et de la Fédération chinoise d'achat et de logistique. Et de suite, plus de détails. Le secteur manufacturier chinois s'est contracté pour le 5e mois consécutif en décembre. L'indice officiel des directeurs d'achat au PMI
s'est maintenu à 49,7 en décembre, en très légère hausse face au chiffre du mois précédent à 49,6. Mais cela reste toujours en deçà de la barre des 50, qui est synonyme de contraction. Et quant à la perspective annuelle, l'activité industrielle du pays a plané au-dessus des 50. Dans le même temps, les activités de l'industrie des services en Chine ont enregistré un certain progrès en décembre et compensé le ralentissement du secteur manufacturier. L'indice PMI non manufacturier est passé à 54,4 contre 53,6 en novembre. Le secteur des services croît d'une manière stable et il joue un rôle de plus en plus important dans l'économie chinoise. L'activité industrielle a connu une reprise depuis 2 mois d'affilée et demeure à 1 point de pourcentage plus élevé que le chiffre moyen de l'année. Le chiffre de décembre représente également le niveau le plus élevé des 12 mois de 2015. Le secteur des services est devenu un pilier essentiel de l'économie chinoise, comptant pour près de la moitié de la production du PIB. À partir du 1er janvier, chaque couple chinois pourra légalement avoir 2 enfants. Le mois dernier, les législateurs chinois ont aboli une politique de planning familial vieille de plusieurs décennies, la politique connue mondialement dite de l'enfant unique. Selon les estimations, 60 000 nouveau-nés supplémentaires devraient voir le jour chaque année à Shanghai grâce au passage de cette loi. Afin de se préparer à cette augmentation, certains hôpitaux de la ville installent des cliniques spécialisées pour les femmes enceintes de leur second enfant. La maternité du district de Changning et l'Infant Health Hospital ont vu le nombre d'enregistrements de femmes enceintes augmenter sur la seconde moitié de l'année. Plus de 20% d'entre elles vont accoucher de leur second enfant. Shen Tianwen, âgée de 35 ans, est l'une d'entre elles. Elle s'est rendue à l'hôpital ce matin pour un contrôle de début de grossesse. Mon premier enfant est né par césarienne il y a 2 ans. À l'époque, je n'ai pas considéré comme une grossesse à risque, mais c'est aujourd'hui le cas, donc je vais faire plus attention. Les docteurs expliquent que la possibilité de complications est beaucoup plus élevée chez les femmes de plus de 35 ans et pour les mères qui ont eu leur premier enfant par césarienne. C'est pourquoi l'hôpital effectue des contrôles en début de grossesse pour les femmes enceintes d'un second enfant. Pour l'instant, nous dépistons les femmes qui ont plus de 35 ans quand elles en sont à 16 semaines de grossesse. Mais sachant que nombreuses femmes enceintes de leur second enfant ont dépassé cet âge, nous avons décidé d'effectuer ces contrôles entre 8 et 12 semaines de grossesse dans leur cas. Cela nous permettra de découvrir le plus tôt possible les risques potentiels. Les médecins constatent que les bébés nés de mères plus âgées présentent un risque plus élevé de défaut à la naissance, un poids plus faible et certains problèmes chromosomiques tels que le syndrome Down. Comme les femmes n'étaient pas autorisées à avoir plus d'un enfant auparavant, elles n'avaient le droit à l'avortement que dans le cas d'une grossesse indésirée. Ces femmes présentent aujourd'hui un taux plus élevé d'infertilité. Les docteurs suggèrent donc aux couples plus âgés de procéder à des tests avant de prendre une décision définitive quant au fait d'avoir un second enfant. Nous avons ouvert une clinique de consultation qui offre des conseils aux couples qui pensent à avoir un second enfant. Pour l'instant, les femmes enceintes qui accouchent par les voies naturelles peuvent quitter l'hôpital 24 heures après avoir accouché. Celles qui subissent une césarienne peuvent partir après 72 heures à compter de la naissance de l'enfant. C'est pourquoi nous avons une clinique pour les nouveau-nés, par peur que des problèmes tels que la jaunisse se présentent dans le futur. Les autorités sanitaires de Shanghai estiment que la moitié des accouchements ont lieu par césarienne, mais les docteurs expliquent que pour les couples qui souhaitent avoir plus d'un enfant, une naissance par les voies naturelles est préférable. C'est pourquoi les hôpitaux promeuvent les bénéfices des naissances naturelles. Les cliniques de maternité de Shanghai introduisent dans un même temps des antidouleurs plus efficaces dans leur protocole afin de rendre l'expérience moins traumatisante. Pour mieux communiquer avec les patients, certains hôpitaux ont recours à des tablettes pour expliquer les interventions aux patients. Entre 200 000 et 220 000 enfants naissent chaque année à Shanghai. L'année passée était une grande année pour les résultats du box-office chinois avec des productions nationales qui ont connu le succès marquant un nouveau record année après année. Beaucoup se montrent particulièrement optimistes concernant le statut actuel de l'industrie cinématographique nationale. Mais est-ce que, à dire, la Chine est réellement en train de gagner la bataille avec les productions hollywoodiennes? Reportage.
Les ventes de billets au niveau national en Chine ont atteint en 2015 les 44 milliards de yuan au total, soit une hausse de 48% par rapport aux 29,7 milliards de yuan en 2014. Il s'agit de la plus grande augmentation de ces dernières années. 61% environ des ventes sont des productions nationales. Plus de 8000 nouveaux écrans ont été installés en 2015. Cela signifie que 22 nouveaux écrans apparaissent chaque jour en Chine. Le nombre de spectateurs venant voir des films au cinéma a également connu une hausse annuelle de 51%, dépassant les 1,2 milliards de 2015. Les ventes de tickets ont été particulièrement fortes lors de plusieurs jours de fête, tels que lors des congés de la fête du printemps ou de la fête nationale. La contribution des ventes de billets en ligne s'est avérée très importante. De plus en plus de personnes réservent leur place de cinéma en ligne. Au cours de l'été, 80% de nos tickets environ ont été réservés en ligne. Ceci car les sites de vente de tickets en ligne font beaucoup pour promouvoir leurs services et offrent donc d'importants rabais aux clients. La Chine est le deuxième plus grand marché du film au monde après les États-Unis et celui qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Je viens juste de rentrer d'un voyage à Hollywood. D'après ce que j'ai vu, l'industrie cinématographique en Chine est loin derrière celle des Américains. Nous avons tout juste appris le cadre. C'est à peine un début, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais avoir réussi quelques gros succès commerciaux, des films loués par la critique, ne peut cacher les productions pauvrement réalisées. Lorsqu'on considère la qualité moyenne des productions nationales, on constate qu'il y a encore de la place pour progresser. Pour qu'une franchise soit pleinement développée, les ventes de places ne sont pas les seules sources de revenus. Les sorties Blu-ray et la distribution numérique, les produits dérivés officiels et même les jeux vidéo au parc d'attractions sont tous des aspects très profitables. En Chine, ces aspects de la production d'un long métrage ne sont pas encore très développés. Mais des films comme Monster Hunt ou le récent Mojin The Lost Legend ont montré un vrai potentiel pour devenir des franchises totalement développées, avec une valeur commerciale croissante et une véritable efficacité pour ces grosses productions chinoises. Il semble qu'avec des productions locales plus importantes et de meilleure qualité et un nombre de spectateurs en hausse, la croissance du marché chinois sera non seulement un succès national, mais pourra également peut-être un jour rivaliser avec Hollywood. Tout au long de l'année écoulée, CCTV français était parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Et deuxième étape de notre périple, Shenyang, capitale de la province orientale du Liaoning, là vivent des dizaines de milliers de Coréens de la diaspora. Notre équipe a été conviée à une cérémonie de mariage entre un homme issu de la minorité coréenne et une femme Han. Une fête colorée et, dis donc, plus spéciale, mêlant traditions chinoises, coréennes et occidentales. Je suis invitée au mariage de Kim Ki-jong et Tan Xiao à Shenyang. La tradition coréenne exige que les femmes assistant à la cérémonie revêtent le hanbok, l'habit traditionnel. Introduit par les nomades sito-sibériens avant le 1er siècle de notre ère, le hanbok n'a pas beaucoup évolué avec le temps. Depuis la dynastie Joseon, il se compose d'un boléro et d'une jupe longue aux couleurs vives, toujours dépareillées. Un mariage coréen comporte une part de public et de privé, et il commence au domicile des futurs époux qui sont en réalité déjà mariés civilement. Pendant que Tan Xiao se fait pomponner, la famille de Kim Ki-dong, venue des 4 coins de la Chine et de Corée du Sud, se réunit chez lui. 오늘 여러분들이 너무 잘하시는 경주 김 씨의 후예인 김기정 군은 경사스럽게도 한족 아가씨 한시ao 양과 서로. La coutume veut qu'un présentateur parlant coréen et mandarin vienne animer le mariage. Il rassemble la famille du marié et l'invite à exprimer ses sentiments et ses bons vœux.
La grand-mère âgée de 87 ans est très émue à l'idée de marier son petit-fils chéri. Il semble que c'est pour elle aussi le plus beau jour de sa vie. Je suis installée à la table des tantes venues de Séoul. Lorsque les mariés entrent en scène, l'émotion est palpable. Le hall de cérémonie est décoré de compositions chamarrées faites de friandises. La première partie de la cérémonie est à l'occidentale, avec la mariée en robe blanche et le marié en smoking. Kim Ki-dong, qui jusqu'ici tremblait de nervosité, semble enfin détendu et la mariée, le sourire jusqu'aux oreilles, semble vivre un bonheur des plus intenses. Les Coréens qui adorent chanter et bouger envahissent le podium et se mettent à danser, même la grand-mère qui semble avoir retrouvé ses 20 ans. Avant le repas, il faut procéder à la photo de famille avec la mariée en hanbok. Il y a bien quelques sacrifices à faire avant de danser jusqu'au bout de la nuit. Et quoi qu'il en soit, 1000 ans de bonheur aux jeunes mariés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.